Bonsoir, chers auditeurs du soir. Ce soir, je vous conte une aventure passionnante qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Imaginez-vous vivre dans un monde séparé en deux. Deux mondes qui se font face, opposés par leurs lois et leur gravité. Je vous emmène dans un univers mystérieux où les défis seront la clé. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Ernest. Chapitre 1. Les deux mondes. Il existe des lois qui ne se brisent jamais, ou presque. La gravité en fait partie. Elle est cette force invisible qui ancre chaque être vivant, chaque particule de matière à son monde. Mais ici, dans cet univers dédoublé, elle dicte ses propres règles. Deux mondes, l'un au-dessus de l'autre, se faisant face comme deux miroirs inversés. L'un baigne dans la lumière d'un soleil éclatant, ses montagnes crépitantes de verdure se dressant vers le ciel. C'est le monde supérieur, royaume des élites, de la richesse et de la domination. Ses habitants, perchés dans leur tour d'argent, se meuvent avec une grâce distante, comme si l'air lui-même était plus pur, plus digne d'être respiré. En contrebas, ou plutôt en contre-haut, se déploie le monde inférieur, une terre aride, marquée par des plaines poussiéreuses et des constructions délabrées. Ici, la gravité est tout aussi implacable, mais elle attire ses habitants vers des cieux bien différents. Un firmament, où le monde supérieur s'étale comme une promesse inaccessible. Chaque regard, levé vers cet horizon inversé, est une mélodie d'envie et de frustration. Entre les deux mondes, un vide infranchissable, un gouffre où flottent des débris de matière inverse, vestiges d'échanges commerciaux et de projets abandonnés. Ces fragments lumineux virevoltent lentement, comme des étoiles perdues dans une galaxie oubliée. Dans cet univers, deux lois fondamentales régissent la gravité. Chaque objet ou être vivant appartient exclusivement à la gravité de son monde. Et la matière inverse, bien qu'elle permette brièvement une coexistence entre les mondes, s'autodétruit lorsqu'elle reste trop longtemps en contact avec son opposé. Ces règles immuables définissent les limites infranchissables entre les mondes, comme des murs invisibles mais impitoyables. Adam, un garçon du monde inférieur, avait entendu cette leçon des dizaines de fois, mais jamais de la bouche d'un professeur. Chez lui, les études n'étaient qu'un privilège pour ceux qui pouvaient s'en passer. Tout ce qu'il savait, il l'avait appris dans des livres usés ou par des rumeurs. Le monde supérieur, disait-on, regorgeait de richesses inégalées, des arbres fruitiers qui ployaient sous le poids de récoltes abondantes, des villes où l'électricité était une seconde nature. Mais à quoi bon rêver de cela ? Aucun habitant de l'inférieur n'était autorisé à franchir les frontières invisibles qui les séparaient. Chaque tentative était réprimée avec une violence implacable. Cependant, Adam avait une curiosité insatiable, presque dangereuse. Il passait des heures perché sur les plus hauts sommets de son monde, observant ce royaume à l'envers. C'était fascinant, irréel. Les cascades inversées semblaient remonter vers le ciel. Les étoiles étaient différentes de celles qu'il connaissait. Mais surtout, il y avait elle, Éden. Elle apparaissait parfois
comme une silhouette mystérieuse sur une colline opposée. Adam ne connaissait pas son nom, mais il sentait un lien inexplicable. Elle aussi semblait l'observer. Et dans son regard, il n'y avait ni condescendance, ni peur, mais une curiosité réciproque, presque interdite. Dans cet univers de lois immuables, une réalité semblait échapper à toutes les règles. Les cœurs gravitent parfois là où ils ne devraient pas. Chapitre 2. Adam et Éden. L'horizon semblait sans fin, un entrelac de cieux et de paysages opposés où la gravité dictait deux réalités distinctes. Adam, à peine âgé de 10 ans, passait ses journées à escalader les hauteurs abruptes du monde inférieur. Chaque pierre, chaque fissure de la paroi était une échappée vers un ailleurs qu'il ne pourrait jamais atteindre. Au sommet de ses périples, il aimait contempler cet autre monde, celui qu'on lui avait appris à détester, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de rêver. C'était un jour comme les autres, une après-midi baignant dans la lumière diffuse qui teintait les sommets rocheux de l'inférieur d'une teinte ocre. Les montagnes se déployaient en un relief chaotique, mais Adam connaissait chaque recoin. Ce jour-là, alors qu'il atteignait son perchoir habituel, il aperçut une silhouette qu'il n'avait encore jamais vue. Sur une colline opposée, dans le monde supérieur, une enfant se tenait immobile. Éden. Elle était comme une apparition, baignant dans un halo de lumière dorée. Ses cheveux, portés par un vent invisible pour Adam, formaient une auréole lumineuse autour de son visage curieux. Ni l'un ni l'autre ne bougea d'abord. Éden pencha légèrement la tête, comme pour mieux le voir. Adam ne savait pas quoi faire. Aucun mot, aucun geste ne pourrait être vu ou entendu à une telle distance. Pourtant, son cœur battait à tout rompre. Il leva timidement la main. Éden fit de même. Un sourire discret étendant ses lèvres. Ce simple échange fut suffisant pour réchauffer le vide glacé qui les séparait. Les jours suivants, Adam revint. Chaque fois, Éden était là, comme si elle l'attendait. Ils avaient développé un langage secret, fait de gestes et de signes maladroits, mais étonnamment expressifs. Elle pointait du doigt le ciel de son monde, dessinait des formes imaginaires dans l'air. Lui, de son côté, traçait sur le sol poussiéreux des figures qu'il espérait qu'elle devinerait. Ils étaient des étrangers liés par une même curiosité insatiable. Un jour, Adam ramena un cerf-volant qu'il avait construit à partir de morceaux de toile et de branches. Avec soin, il le fit s'élever dans le ciel, bien au-dessus des parois rocheuses. Éden s'émerveilla de l'étrange objet qui volait, bien qu'il ne puisse jamais atteindre son monde. Mais pour Adam, c'était une tentative, une preuve qu'il pouvait toucher l'impossible. Avec le temps, leur jeu innocent devint plus audacieux. Éden réalisa qu'elle pouvait récolter des fleurs dans son monde et les lancer en direction d'Adam. Les fleurs traversaient les terres et tombaient lentement vers le sol où Adam les recueillait comme des trésors précieux. En retour, il enroulait des bouts de ficelle autour de petits cailloux et les envoyait de son côté. Leur amitié, silencieuse et improbable, était devenue un refuge. Mais la gravité, implacable et autoritaire, ne tolérait pas de telles unions.
Une patrouille du monde supérieur finit par les remarquer. Éden fut rappelé, arraché à leurs échanges par les cris d'adultes invisibles. Adam, terrifié, dut fuir à travers les pentes rocheuses, son cerf-volant s'écrasant à ses pieds. Il resta longtemps assis au sommet de sa colline, le vide entre les mondes semblant plus épais que jamais. Mais au fond de lui, une promesse naissait. Ce lien était trop puissant pour être abandonné, et Adam savait qu'il trouverait un moyen de retrouver Éden, peu importe les obstacles. Dans ce monde d'étoiles inversées et de lois inébranlables, leur rencontre avait fait naître une force que ni la gravité, ni les interdits ne pourraient étouffer, ne pourraient étouffer, ne pourraient étouffer. Chapitre 3. Séparation tragique. Le ciel semblait figé ce jour-là, immobile et oppressant, comme s'il savait qu'un bouleversement allait survenir. Adam se tenait sur son perchoir habituel, le cœur battant à l'idée de revoir Éden. Depuis des semaines, ils avaient cultivé leur fragile lien, défiant les lois et les conventions des deux mondes. Chacun de leurs échanges semblait graver dans le vide qui les séparait une promesse de proximité, une victoire éphémère contre la gravité elle-même. Mais cette fois, quelque chose d'étrange pesait dans l'air. Éden n'était pas encore apparue. Habituellement ponctuelle, elle surgissait toujours au sommet de la colline, opposée, un sourire illuminant son visage. Adam scrutait désespérément l'horizon inversé, ses mains crispées sur la pierre froide. Puis il l'aperçut, mais ce n'était pas comme d'habitude. Éden courait, son pas fébrile, sa silhouette à peine visible derrière les ombres de plusieurs hommes vêtus de noir. Ces silhouettes appartenaient aux autorités du monde supérieur. Leur présence imposante et leurs gestes brusques ne laissaient aucun doute. Ils avaient découvert leur secret. Adam se redressa, les muscles tendus, son instinct le poussant à faire quelque chose, bien que l'impuissance de sa situation soit écrasante. Il cria son nom, mais sa voix se perdit dans le vide infranchissable. Éden tenta de lui répondre, son regard rempli de panique et de douleur. Ses lèvres formèrent un mot. Un adieu silencieux, avant qu'elle ne disparaisse dans les bras de ses geôliers. Les agents du monde supérieur avaient toujours été vigilants, impitoyables même. Toute interaction entre les deux mondes était strictement interdite. Les échanges commerciaux contrôlés par les élites n'étaient que des transactions froides, dénuées de toute humanité. Mais un lien personnel, une amitié ou pire, une romance, c'était une transgression inacceptable. Adam regarda, impuissant, tandis qu'Éden était emmené. Les fleurs qu'elle lui avait autrefois jetées gisaient à ses pieds, fanées par le temps et la poussière. Chaque geste qu'ils avaient partagé semblait désormais condamné à disparaître, effacé par la brutalité des lois de leur monde respectif. Il resta là des heures, incapable de bouger, fixant le point où elle avait disparu. La réalité s'abattait sur lui comme un poids insupportable. Leur lien, aussi pur et rare soit-il, ne pourrait jamais survivre dans cet univers divisé. La gravité, dans sa froide impartialité, avait toujours été une force invincible. Ce jour-là, elle avait gagné une bataille de plus. Mais au fond de lui, une étincelle de rébellion naissait. Adam refusait d'accepter que tout soit terminé. Il savait que le chemin serait semé d'embûches,
que la gravité et les hommes se dresseraient contre lui. Mais il avait vu dans les yeux d'Éden quelque chose que ni les lois, ni les autorités ne pouvaient effacer. L'espoir. Et cet espoir deviendrait sa force. Alors qu'il redescendait lentement de son perchoir, une résolution froide et déterminée s'emparait de lui. Peu importe combien de temps cela prendrait, ou combien d'obstacles il devrait affronter, Adam trouverait un moyen de briser les barrières entre leurs mondes. Leur histoire ne pouvait pas s'arrêter là. Au loin, le monde supérieur brillait d'une lueur froide, presque moqueuse, ignorant les tourments qu'il infligeait. Mais dans ce monde inférieur, où la poussière et la rudesse masquaient les rêves, une rébellion silencieuse venait de naître. Adam, seul sur sa colline, ne regardait plus le ciel avec envie, mais avec défi. Chapitre 4. Quelques années plus tard. Les années avaient passé, emportant avec elles les derniers échos de l'innocence d'Adam, le garçon curieux, fasciné par le monde au-dessus de sa tête, était devenu un jeune homme déterminé, modelé par les dures réalités de l'inférieur. Ses vêtements, usés et rapiécés, témoignaient des difficultés de son quotidien, mais ses yeux brillaient toujours d'une étincelle rebelle, un souvenir vivant de cette rencontre lointaine avec Éden. Le monde inférieur n'avait rien d'idyllique. C'était une terre de poussière et de privation où chaque jour était une lutte pour survivre. Les usines crachaient une fumée dense et suffocante, tandis que leurs machines grondantes martelaient le métal brut. Adam travaillait au milieu de ce vacarme, un ouvrier parmi tant d'autres, mais son esprit, lui, vagabondait loin de ses chaînes. Depuis qu'il avait vu Éden emporté, il s'était juré de trouver un moyen de reconnecter leur monde. Son obsession avait évolué en une quête méthodique, alimentée par une intelligence aiguisée et un esprit ingénieux. Adam passait ses nuits à bricoler, à expérimenter, à déchiffrer les mystères de la matière inverse, cette substance rare et précieuse qui rendait possible un contact temporaire entre les deux gravités, les fragments qu'il récupérait au péril de sa vie dans les décharges où les usines étaient pour lui plus précieux que l'or. Sa minuscule chambre, nichée au sommet d'un immeuble branlant, ressemblait davantage à un laboratoire de fortune qu'à un lieu de vie. Des morceaux de câbles, des tubes de verre et des outils éparpillés sur un établi témoignaient de ses recherches incessantes. Un schéma complexe, griffonné sur un vieux parchemin jauni, était épinglé au mur. Il représentait un appareil qu'il n'avait encore jamais réussi à construire, un dispositif qui, selon lui, pourrait rendre possible un passage durable entre les deux mondes. Les livres anciens qu'il avait dénichés dans les marchés clandestins lui avaient enseigné les rudiments de la physique, mais ce n'était pas suffisant. L'accès à des connaissances plus avancées lui était refusé, monopolisé par les élites du supérieur. Pourtant, il persistait, traçant des équations complexes avec une détermination fébrile. Il n'avait jamais oublié Éden, et chaque nouvelle ligne de calcul était une tentative de se rapprocher d'elle. Un jour, alors qu'il travaillait dans l'usine, un incident survint. Un fragment de matière inverse, mal manipulé par un collègue, déclencha une explosion mineure. L'éclat lumineux aveugla les ouvriers et envoya valser des étincelles dans toutes les directions. Adam, malgré le chaos,
fut fasciné par la réaction. Il nota mentalement chaque détail, la durée de l'interaction, l'intensité de la lumière, la manière dont les fragments se désintégraient en poussière. Ces observations nourriraient ses prochaines expériences, mais cet événement attira aussi l'attention. Les autorités de l'inférieur, toujours méfiantes envers ceux qui semblaient sortir du lot, commencèrent à surveiller Adam de plus près. Ils ressentaient leur présence, des regards insistants, des questions en apparence innocentes mais pleines de sous-entendus. Ils savaient qu'il marchait sur une corde raide. La moindre erreur pourrait lui coûter plus que sa liberté. Pourtant, il refusa de ralentir. Ses nuits devenaient plus longues, ses journées plus dures, mais il avançait, porté par une force intérieure qu'il ne pouvait ignorer. Eden était toujours là, dans un coin de son esprit, un phare dans l'obscurité de sa vie. Chaque pièce qu'il assemblait, chaque formule qu'il résolvait, le rapprochait d'elle. Même si elle l'avait oublié, même si elle vivait dans un monde qui lui était interdit, Adam refusait d'abandonner. Un soir, alors qu'il ajustait les dernières pièces d'un prototype rudimentaire, il posa les mains sur l'appareil et inspira profondément. Ce n'était pas encore l'invention révolutionnaire qu'il rêvait de créer, mais c'était un début. La lumière vacillante d'une lampe à huile illuminait son visage, marqué par la fatigue et les années de labeur. Un jour, murmura-t-il pour lui-même, je franchirai ce vide, peu importe le prix. En contrebas, la ville inférieure continuait de gronder, ses habitants se débattant dans une routine impitoyable. Mais dans cette petite pièce, perchée au-dessus du chaos, une révolution silencieuse prenait forme, portée par un homme décidé à défier les lois de l'univers pour retrouver celle qu'il avait perdue. Chapitre 5. L'amnésie. Le soleil, tamisé par les épais nuages du monde inférieur, projetait une lumière terne sur l'usine où Adam travaillait. Ses gestes étaient mécaniques, les rouages de la machine devant lui tournaient à un rythme hypnotique. Pourtant, son esprit était ailleurs, hanté par une nouvelle découverte qui avait bouleversé son univers. Quelques semaines plus tôt, Adam avait réussi à se procurer un pass pour circuler dans les espaces communs de Transworld, l'entreprise monumentale qui reliait les deux mondes pour leurs rares échanges commerciaux. Les locaux se dressaient comme une immense passerelle de verre et d'acier, moderne et intimidante, où chaque pas semblait résonner d'interdits silencieux. Adam avait l'habitude de s'asseoir au centre de la passerelle, là où les deux mondes semblaient se croiser. C'était un lieu à la fois fascinant et terrifiant, où les immenses baies révélaient un panorama spectaculaire. D'un côté, la lumière éclatante du monde supérieur, et de l'autre, les ombres austères de l'inférieur. Ce jour-là, alors qu'il contemplait ce contraste saisissant, une silhouette s'approcha et prit place sur le banc à ses côtés. Lorsqu'il tourna la tête, son souffle se coupa. C'était Eden. Elle était là, à quelques centimètres de lui, immobile et rayonnante, comme un souvenir vivant. Pourtant, quelque chose clochait. Son regard, autrefois si vibrant et empli de vie, était devenu distant, presque froid. Adam sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se tourna vers lui et lui adressa un sourire poli, mais étranger, comme si son visage
ne lui évoquait absolument rien. Adam sentit son cœur se briser en un millier d'éclats. Pendant toutes ces années, chaque décision qu'il avait prise, chaque sacrifice qu'il avait consenti, avait été pour elle. Comment pouvait-elle l'oublier ? Malgré le choc, Adam refusa de se laisser engloutir par le désespoir. Inspirant profondément, il trouva enfin l'occasion de lui parler. Éden était assise seule, un café fumant entre les mains, et cette posture familière fit naître en lui un douloureux mélange d'espoir et de nostalgie. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il avec un sourire teinté d'une nervosité qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Elle releva lentement les yeux vers lui. Ses yeux, autrefois si vibrants, le fixèrent avec une neutralité presque glaciale, comme un miroir dépourvu de toute émotion. « Oui, très souvent pendant ma pause, » répondit-elle calmement. « Mais vous, je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. » Chaque mot était une dague plantée dans le cœur d'Adam. Il resta paralysé, luttant contre l'envie de fuir. Éden, visiblement mal à l'aise devant ce silence pesant, fronça les sourcils. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle avec un brin d'inquiétude. Sa gorge se serra sous l'impact de la réalité. Tout ce qu'il avait imaginé, toutes les attentes qu'il avait nourries, s'étaient écroulées en un instant. Pourtant, une petite voix au fond de lui murmura de ne pas abandonner. « Oui, je viens parfois », réussit-il à articuler. Le bip discret de la montre d'Éden interrompit leur échange. Elle se redressa avec un sourire poli. « Désolé, je dois retourner au bureau. » Adam la regarda s'éloigner, ses mains tremblantes. Elle passa rapidement un portique de sécurité, disparaissant dans un espace qui lui était interdit. Son absence laissa un vide insupportable, mais Adam n'était pas prêt à renoncer. Éden était encore là, quelque part, et ils trouveraient un moyen de ramener ce qu'ils avaient perdu. De retour dans sa chambre, Adam tenta de rassembler les pièces du puzzle. Qu'avait-il manqué ? Comment pouvait-elle l'avoir oublié ? Il passa la nuit à examiner les fragments de matière inverse qu'il avait ramenés, à dessiner des schémas complexes, espérant trouver une solution dans la science qui lui avait toujours servi de refuge. Mais rien ne pouvait réparer ce qui semblait brisé. Ce n'est que plus tard qu'il comprit la vérité. Les autorités du monde supérieur n'avaient pas seulement découvert leur lien, elles l'avaient effacé. Éden avait été soumise à un traitement visant à altérer ses souvenirs, un processus dont il avait vaguement entendu parler dans les récits clandestins des résistants. Ce procédé était réservé à ceux qui osaient défier les règles absolues de séparation entre les mondes. La douleur d'Adam se transforma alors en rage. Ils ne s'étaient pas contentés de le séparer d'Éden, ils avaient effacé une partie d'elle-même. Mais Adam savait qu'il pouvait encore changer les choses. S'il avait pu créer un chemin pour atteindre le monde supérieur, il trouverait un moyen de réveiller sa mémoire, de restaurer ce qui leur avait été volé. Alors qu'il regardait par la fenêtre de sa chambre, le vide entre les mondes semblait moins insurmontable. Ce n'était plus une frontière, mais un défi. Et Adam était prêt à tout pour le relever. Chapitre 6. Le plan. Le silence pesait lourd dans la petite chambre d'Adam, uniquement troublé par le grincement d'une chaise branlante et le froissement de papier. Des schémas griffonnés recouvraient les murs,
reliés entre eux par des lignes rouges et des notes en marge, témoins d'une réflexion intense et fiévreuse. Depuis sa rencontre avec Eden et la découverte de son amnésie, il n'avait plus cessé de travailler. Chaque pensée, chaque geste convergeait vers un unique objectif, raviver ses souvenirs et briser les barrières entre leurs mondes. Adam savait que ce plan ne pouvait pas reposer sur la chance ou l'improvisation. Le monde supérieur était une forteresse impénétrable, surveillée par des autorités qui traquaient sans relâche toute tentative de transgression. Mais il avait une arme de son côté. Sa maîtrise croissante de la matière inverse. C'était un outil dangereux, instable, mais capable de miracles s'il parvenait à l'utiliser correctement. Adam consacra des nuits entières à perfectionner un dispositif qu'il avait baptisé le mélangeur, une machine conçue pour harmoniser les gravités des deux mondes. L'idée était révolutionnaire. En équilibrant les forces gravitationnelles, chaque individu pourrait circuler librement entre les deux mondes sans craindre de chuter irrémédiablement dans le sien. Pour Adam, c'était bien plus qu'un exploit scientifique, c'était la clé pour vivre dans le même monde qu'Éden. Mais pour achever son invention, il lui manquait un composant indispensable, un fragment pur de matière inverse, une ressource précieuse et jalousement gardée sous le contrôle strict de Transworld. C'est là que son plan devint risqué. Adam ne pouvait pas se contenter d'étudier la matière inverse dans son atelier. Il devait s'infiltrer dans le monde supérieur, cette fois plus profondément, et voler ce qu'il lui fallait. Pour cela, il avait besoin d'un accès direct aux entrepôts de Transworld, protégés par des systèmes de sécurité qu'aucun habitant de l'inférieur n'avait jamais réussi à contourner. Il commença par observer les routines de l'entreprise, notant les horaires des gardes, les schémas de patrouille et les points faibles dans leur dispositif. Son travail à l'usine lui donnait une couverture parfaite. Il pouvait se fondre parmi les ouvriers qui transportaient des cargaisons entre les deux mondes. Un rouage invisible dans cette machine gigantesque. Mais Adam savait qu'il ne pouvait pas réussir seul. Il avait besoin d'alliés. C'est alors qu'il se tourna vers un groupe de résistants du monde inférieur, des individus qui, comme lui, refusaient de se plier aux lois imposées par les élites du supérieur. Ils étaient une poignée, opérant dans l'ombre, mais le réseau était étendu. Parmi eux se trouvait Romain, un ingénieur malin et pragmatique, spécialisé dans le sabotage des systèmes de sécurité. « Ton plan est suicidaire, » dit Romain, en examinant les croquis d'Adam. « Mais c'est brillant. Si on parvient à déjouer les alarmes des entrepôts, je peux te garantir un accès aux fragments que tu cherches. » Adam sentit un mélange de soulagement et de tension. Ce n'était qu'une première étape, mais elle était cruciale. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie détaillée. Romain fournirait les codes d'accès et les brouilleurs nécessaires pour contourner les caméras, tandis qu'Adam infiltrerait le site en se faisant passer pour un employé du supérieur. Le timing devait être parfait. Une erreur, et les conséquences seraient fatales. Le soir où tout devait se jouer, Adam se tenait à l'entrée de l'entrepôt, vêtu d'un uniforme emprunté et le cœur battant à tout rompre. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans le vide oppressant du monde supérieur. Les couloirs froids et métalliques de Transworld s'étendaient devant lui comme un labyrinthe, mais il connaissait son chemin par cœur.
les plans de Romain étaient précis, et jusqu'ici, tout se déroulait comme prévu. Enfin, il atteignit la salle principale, où des caissons scintillants contenaient les fragments de matière inverse. Leur éclat surnaturel illuminait la pièce d'une lueur bleutée, presque hypnotique. Adam prit une profonde inspiration avant de tendre la main vers l'un des fragments. Le contact fut électrique, une sensation à la fois fascinante et terrifiante. Mais alors qu'il sécurisait l'objet dans une capsule de protection, une alarme se déclencha, brisant le silence. Adam sentit son sang se glacer. Quelque chose avait mal tourné. Des pas précipités résonnaient déjà dans les couloirs. Sans réfléchir, il se mit à courir, serrant la capsule contre lui comme un trésor vital. Grâce aux indications de Romain, il trouva un passage de sortie, une conduite étroite qui menait vers les docks. Les lumières rouges clignotaient autour de lui, et des voix autoritaires hurlaient des ordres à quelques mètres à peine. Ce n'est qu'en plongeant dans une cargaison en partance pour l'inférieur qu'il parvint à échapper à ses poursuivants. De retour dans son atelier, couvert de sueur et de poussière, Adam déposa la capsule sur son établi. Le fragment de matière inverse brillait doucement, comme une étoile emprisonnée. C'était un symbole d'espoir, mais aussi un rappel du danger qui pesait sur lui. Il savait que ce n'était qu'un début. Le pont n'était pas encore prêt, et Eden restait hors de portée. Son esprit enfermé dans une cage invisible. Mais pour la première fois depuis des années, Adam sentit qu'il tenait entre ses mains la clé pour changer leur destin. « Je vais te retrouver », murmura-t-il en fixant la lumière bleutée. « Peu importe les risques, peu importe le prix. » Chapitre 7. Infiltration dans le monde supérieur. Le monde supérieur avait toujours été pour Adam une vision lointaine, presque irréelle. Les tours étincelantes, les rues immaculées et cet air saturé de lumière dorée semblaient provenir d'un rêve inaccessible. Mais aujourd'hui, ce rêve était devenu son théâtre d'opération. Depuis son plus jeune âge, Adam avait appris une vérité immuable. Chaque monde possédait sa gravité propre et tenter d'en franchir les limites relevait de la folie. Traverser d'un monde à l'autre n'était pas seulement interdit, c'était mortel. La gravité, implacable, entraînait toute intrusion vers une chute vertigineuse de plusieurs kilomètres. Cela faisait partie de l'ordre naturel, inscrit dans les gènes de chaque individu. Nul ne pouvait défier ce code gravitationnel sans risquer sa vie. Pourtant, une légende persistait dans le monde inférieur. Un homme, autrefois, aurait réussi à rester quelques heures dans le monde opposé grâce à une invention révolutionnaire, une ceinture de poids. Ce dispositif, bien que rudimentaire, compensait la gravité opposée et permettait de se maintenir au sol. Mais l'effort était titanesque, car les poids rendaient chaque mouvement éreintant. Inspiré par ce récit, Adam avait passé des mois à concevoir une réplique de cette fameuse ceinture. Méticuleusement, il avait ajusté les mécanismes et calibré les charges, transformant cet objet légendaire en une réalité fonctionnelle, dissimulée sous ses vêtements. Grâce à cet équipement, il espérait défier les lois de la gravité et fouler le sol du monde supérieur, même si chaque pas exigerait de lui une force surhumaine. Vêtu d'un uniforme subtilisé et équipé des faux papiers fournis par Romain, Adam se tenait devant l'entrée monumentale d'un des centres administratifs
de Transworld. La porte automatique s'ouvrit avec un léger chuintement, et il s'efforça de garder un pas assuré en franchissant le seuil. Chaque mouvement devait être calculé, chaque expression maîtrisée. Dans ce monde, un seul faux pas pouvait signer son arrêt de mort. Le hall d'entrée était une merveille architecturale, un dédale de verre et d'acier où résonnaient les talons des employés pressés. Des hologrammes dansaient au-dessus des têtes, projetant des données complexes et des annonces d'un ton froid et autoritaire. Adam se fondit dans le flux des travailleurs, son badge d'employé feinté accroché à son uniforme. Il s'efforça de ne pas fixer les caméras qui balayaient la pièce, espérant que le brouilleur de Romain ferait son travail. Son objectif était clair, accéder aux archives centrales pour trouver des informations sur Eden. Depuis leur dernière rencontre, il était convaincu qu'elle travaillait quelque part dans cette immense structure. Les archives contenaient les affectations de tous les employés du monde supérieur, des données précieuses, mais hautement surveillées. Adam emprunta un ascenseur panoramique qui s'éleva avec une fluidité presque surnaturelle. Derrière lui, la ville s'étendait à perte de vue, un réseau parfait de routes suspendues et de gratte-ciel brillants. Ce paysage contrastait cruellement avec le monde inférieur qu'il avait quitté, où la poussière et les ombres dominaient tout. Arrivé à l'étage des archives, il prit une grande inspiration avant de pénétrer dans un vaste espace baigné de lumière blanche. Des rangées d'unités de stockage numérique s'étendaient devant lui, chacune contenant des millions de données. Adam s'approcha d'une station de travail, insérant une clé de décryptage fournie par Romain. L'écran s'anima immédiatement, affichant une série de protocoles qu'il s'empressa de contourner. Son cœur battait à tout rompre. Le temps jouait contre lui. Les dispositifs de sécurité étaient sophistiqués. Mais Romain l'avait préparé à cette éventualité. Il tapa rapidement, naviguant dans les dossiers, ses yeux cherchant frénétiquement le nom d'Eden. Les secondes s'étiraient comme des heures. Enfin, il trouva ce qu'il cherchait. Eden Moore, employé au département de recherche gravitationnelle. Son poste était situé dans une aile isolée du bâtiment, dédiée aux projets liés à la matière inverse. Adam mémorisa l'information avant de retirer sa clé et d'effacer toute trace de son passage. Mais au moment où il se redressa, une voix autoritaire retentit derrière lui. « Vous n'êtes pas censé être ici. Identifiez-vous immédiatement. » Adam se retourna lentement, son regard rencontrant celui d'un agent de sécurité. L'homme, grand et imposant, tenait un scanner portable, prêt à vérifier son badge. Le cerveau d'Adam travaillait à toute vitesse. Chaque fibre de son être criait de fuir, mais il savait que courir serait suicidaire. « Je suis nouveau », balbutia-t-il, adoptant un ton humble. « On m'a demandé de livrer ces fichiers au superviseur. » L'agent le dévisagea avec suspicion, son scanner vibrant légèrement. Adam sentit la sueur perler sur son front. Il tenta de détourner l'attention en pointant du doigt une autre rangée d'unités de stockage. « Si vous voulez, je peux vous montrer le bon de commande, » dit-il, en tâtonnant dans sa poche, espérant que l'agent hésiterait assez longtemps. Le brouilleur de Romain, dissimulé dans le badge d'Adam, fit alors son office. Le scanner de l'agent clignota brièvement avant de s'éteindre, incapable de lire les données. L'homme fronça les sourcils, visiblement perplexe. « Très bien, mais ne traînez pas,
et passez par la sortie principale quand vous aurez terminé, grogna-t-il avant de s'éloigner. Adam retint un soupir de soulagement, son corps tremblant d'adrénaline. Il quitta la salle rapidement, son esprit déjà focalisé sur la prochaine étape. Retrouver Eden dans l'aile de recherche gravitationnelle. Alors qu'il traversait les couloirs immaculés du bâtiment, il sentit un mélange d'excitation et de peur. Chapitre 8. Face à la vérité. Adam avançait dans les couloirs glacials de Transworld, chaque pas amplifiant les battements frénétiques de son cœur. Les plans qu'il avait soigneusement élaborés ne tenaient qu'à un fil, mais il savait que c'était le moment ou jamais. La dernière information dérobée dans les archives lui avait révélé la localisation exacte du bureau d'Eden. Cette porte, en bout de couloir, représentait bien plus qu'un simple obstacle. C'était une frontière entre le passé et l'avenir. Il inspira profondément avant de pousser la poignée. Le bureau était vaste et impeccablement ordonné, baigné d'une lumière froide émise par les écrans holographiques qui projetaient des graphiques complexes. Eden se trouvait là, concentrée sur ses données, sans remarquer immédiatement sa présence. Elle leva finalement les yeux, interloqués, puis sur la défensive, lorsqu'elle aperçut cet homme inconnu dans l'encadrement de sa porte. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix trahissant une méfiance immédiate. Adam referma la porte derrière lui, tournant la clé avant de la glisser dans sa poche. Eden se leva brusquement, son regard oscillant, entre peur et colère. « Eden, écoute-moi, » dit-il précipitamment. « Je sais que c'est difficile à croire, mais nous nous connaissons depuis longtemps. Sortez d'ici !»« Je vais appeler la sécurité », menaça-t-elle, sa main cherchant son badge de communication. « Attends, s'il te plaît », supplia-t-il, élevant les mains pour montrer qu'il ne voulait pas lui faire de mal. « Je sais que c'est insensé, mais on se connaît depuis qu'on est enfant. Tu ne t'en souviens pas, mais c'est vrai. » Eden recula légèrement, mais son regard était désormais troublé, comme si une fissure s'ouvrait dans l'armure de certitude qu'elle portait. Adam s'approcha lentement, cherchant ses mots. « Tu ne te souviens pas, mais enfant, on se retrouvait sur les sommets de nos mondes. Tu me lançais des fleurs, et moi, je fabriquais des cerfs-volants pour essayer de les faire voler jusqu'à toi. » Un éclat de doute traversa son visage. Ses yeux vacillèrent, comme si quelque chose en elle cherchait à s'éveiller. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Comment ? Pourquoi je ne m'en souviendrai pas ?» Adam serra les poings, rassemblant tout son courage. « Parce qu'ils t'ont fait oublier, Eden. Les autorités du monde supérieur, ils ont effacé nos souvenirs pour te maintenir ici, pour te faire croire que rien de tout ça n'existait. Mais je suis réel. Et toi, tu le sens aussi, pas vrai ? » Les mots d'Adam semblèrent briser quelque chose en elle. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux, tandis qu'elle chancelait, rattrapant le bord de son bureau pour se stabiliser. Elle murmura, presque pour elle-même. « J'ai toujours eu des doutes. Il y avait ces choses, ces éléments que je trouvais, des dossiers. » Adam fronça les sourcils. « Quel dossier ?» Eden releva les yeux vers lui, la confusion se mêlant à une lueur de clarté. « Il y a quelques semaines, un collègue m'a transmis un dossier par erreur. Il contenait des schémas, des formules, des solutions pour lier les deux gravitations. Cela ne devait pas exister. Et pourtant, tout était là. »
Quand je lui ai demandé des explications, il m'a supplié de ne rien dire, par peur des conséquences. Adam sentit une vague de rage monter en lui. Tout se connectait enfin. La gravité, érigée comme une barrière entre les mondes, n'était qu'un outil de contrôle pour maintenir les riches et les pauvres séparés. Les élites du monde supérieur avaient délibérément caché la vérité pour perpétuer leur domination. Avant qu'ils ne puissent échanger davantage, la porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître l'assistante d'Éden. Son regard se posa immédiatement sur Adam et une expression de panique envahit son visage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë. Éden tenta de calmer la situation, mais c'était trop tard. L'assistante s'éloigna en courant, criant pour appeler la sécurité. Adam fit un pas vers la sortie, mais Éden posa une main ferme sur son bras. « Tu ne pourras jamais sortir sans mon aide, » dit-elle rapidement. « Suis-moi. » Elle attrapa un badge d'accès et l'entraîna vers une porte dissimulée à l'arrière de son bureau. Ils se retrouvèrent dans un couloir technique étroit et faiblement éclairé. Adam peinait à suivre avec sa ceinture de poids, chaque pas réclamant un effort colossal. Leur respiration était lourde, entrecoupée des échos des alarmes qui résonnaient maintenant dans tout le bâtiment. Alors qu'ils approchaient d'une sortie de service, des voix et des bruits de pas se firent entendre de l'autre côté du couloir. Ils s'arrêtèrent net. Éden se tourna vers Adam, les yeux écarquillés par la peur. « Ils nous ont encerclés », murmura-t-elle. Adam serra les dents, son esprit cherchant frénétiquement une issue, mais dans ce labyrinthe froid et sans échappatoire, le danger se rapprochait à chaque seconde. Chapitre 9. Le gravitronium. Adam balaya la pièce du regard, cherchant frénétiquement une issue. Les alarmes hurlaient, plongeant les couloirs dans une alternance oppressante de lumière rouge et blanche. Puis, il la vit. Une trappe d'aération légèrement décalée sur le mur de gauche. Une idée surgit dans son esprit, aussi folle qu'instinctive. « Par ici », murmura-t-il en tirant Éden par le bras. Il se précipita vers la bouche de ventilation, saisit une barre métallique de son sac et força la trappe à s'ouvrir. Le métal céda dans un grincement sourd. Éden observa avec hésitation le conduit sombre et étroit qui descendait abruptement, disparaissant dans les entrailles du bâtiment. « Tu veux qu'on descende là-dedans ?» balbutia-t-elle, terrifiée. Adam hocha la tête, un sourire rassurant aux lèvres. « Oui, c'est comme glisser le long des collines quand on était enfant. Tu adorais ça, tu te souviens. » Éden fronça les sourcils. L'image floue d'un souvenir enfoui surgit soudainement. Une colline verdoyante, le vent dans ses cheveux et des rires partagés avec un jeune garçon. Ses yeux s'illuminèrent et un sourire timide apparut sur son visage. « Oui, je crois que je me souviens, » murmura-t-elle. Adam saisit l'occasion. « Alors, c'est pareil, sauf qu'on est dans la pénombre, » plaisanta-t-il pour la rassurer. Sans attendre, il lui prit la main et se laissa tomber dans le conduit, l'entraînant avec lui. La descente fut vertigineuse. Le métal froid glissait sous leur corps, amplifiant la vitesse. Les échos de leur respiration et de leur glissade résonnaient dans le conduit étroit, rendant l'instant aussi effrayant qu'exaltant. Ils atterrirent finalement 2 niveaux plus bas, heurtant le sol avec un bruit sourd. Éden, essoufflé, se releva tant bien que mal, ses mains tremblantes.
Adam l'aida à se stabiliser avant de pointer du doigt une grille entr'ouverte. « Regarde !» souffla-t-il. Eden se pencha pour observer l'autre côté. Une immense salle baignée de lumière blanche se dévoilait. En son centre trônait une machine colossale, un cylindre monumental parcouru de conduits brillants et de câbles entrelacés. Elle écarquilla les yeux. « C'est le gravitronium », murmura-t-elle, presque fascinée. Adam fronça les sourcils, surpris. « Le... quoi ?» Eden tourna son regard vers lui, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « C'est une machine essentielle. Elle maintient l'équilibre entre les deux mondes. Sans elle, ce serait le chaos. Les gravités des deux mondes s'effondreraient et ils s'écraseraient l'un contre l'autre. Le gravitronium agit comme deux aimants opposés. Sans lui, ce serait la fin. » Adam resta sans voix. Ce qu'il avait toujours cru être une vieille légende à l'école était réel. Sa main effleura la grille, son regard fixant la matière luminescente qui circulait en son cœur. Soudain, la grille céda sous le poids d'Eden. Elle bascula en avant, mais Adam eut le réflexe de la rattraper in extremis. Leur cœur battait à tout rompre. Par chance, la salle était vide. Adam l'aida à descendre doucement jusqu'au sol, puis la rejoignit. Les alarmes hurlaient toujours, plongeant l'atmosphère dans une tension insoutenable. Des messages en boucle annonçaient que deux intrus avaient infiltré le bâtiment. Eden regarda Adam avec panique. « Nous devons partir avant que tout soit bloqué. » Mais Adam, fixant la machine, semblait ailleurs. Il ouvrit son sac à dos et en sortit son mélangeur, ainsi qu'une capsule contenant sa propre matière inverse. Il la fit tourner lentement entre ses doigts, son visage illuminé par la lumière rouge clignotante. « Non !» murmura-t-il. « Je peux changer tout ça. » Eden fronça les sourcils. « Changer quoi ?» Adam planta son regard dans le sien, empli de détermination. « Nos mondes, je peux les relier. Imagine. Des ponts entre les montagnes, des bâtiments reliant nos deux mondes, un air pur partagé par tous. Plus de barrières, plus de mensonges. Nous pourrions enfin vivre ensemble. » Eden hésita, une peur grandissante dans son regard. « Mais tu te rends compte que si tu te trompes, tu pourrais tout détruire. Nos deux mondes. » Adam hocha lentement la tête. « Et regarde ce qu'ils ont fait. Pourquoi avoir effacé ta mémoire? Pourquoi cacher ces secrets? Ces mondes sont construits sur des mensonges, Eden. Ils nous séparent pour perpétuer leurs privilèges. Je préfère ne plus vivre que de vivre dans un monde manipulé et loin de toi. » Ces mots la touchèrent au plus profond d'elle-même. Elle baissa les yeux, réfléchissant à tout ce qu'il venait de dire. Les dossiers secrets, les manipulations, son enfance avec Adam effacée, tout prenait un sens. Des bribes de souvenirs revenaient à nouveau. Elle se souvint de ce dernier jour où Adam l'avait regardé se faire emporter par la patrouille. Mais curieusement, des flashs soudains lui revenaient. Elle se voyait allongée dans un fauteuil, reliée à des machines, au milieu d'une grande salle. Dans cette salle, elle voyait plein de personnes également, assises dans ces fauteuils, connectées à des ordinateurs. Des centaines d'hommes et de femmes. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Cette vision la perturba. Au milieu de ces centaines d'hommes et de femmes circulaient des gens en blouse en train de vérifier les machines et les gens dans les fauteuils. Puis elle se voyait dans ce fauteuil, vêtue d'une tenue rose semblable à un uniforme. Dessus,
était inscrit un numéro, le numéro 484. Puis, le flash disparut. « Ça va ?» demanda Adam. Eden sembla un instant égarée et confuse. « J'ai eu une vision très étrange. Des souvenirs de nous deux, mais aussi autre chose. Des centaines de personnes dans des fauteuils branchés à des machines. Et ce numéro 484. Certainement des souvenirs lorsqu'ils t'ont effacé la mémoire, répondit Adam. La sécurité arrivait dans le couloir. Ils approchaient. C'est maintenant ou jamais. Tu veux vivre sans rien changer à ce monde ? Ou tu veux prendre ce risque de vivre une autre vie ? Elle le regarda, convaincue de son amour. « Allons-y », lui dit-elle. Elle attrapa la matière inverse et lui, le mélangeur. Ils ouvrirent le gravitronium. Eden versa la matière inverse dans le mélangeur qu'Adam tenait. La porte s'ouvrit, dévoilant des agents armés. Ils se regardèrent. « Quoi qu'il arrive, sache que je ne me voyais pas vivre sans toi, » murmura Adam. Prenant la main d'Eden, il lui vola un baiser avant de lancer le mélangeur dans le gravitronium. Dans le gravitronium. Dans le gravitronium. Chapitre 10. La faille. Lorsqu'Adam inséra la capsule de matière inverse dans le cœur du gravitronium, un grondement sourd envahit la pièce. La machine, immense et imposante, se mit à vibrer de manière incontrôlable, émettant des éclats lumineux qui dansaient sur les murs comme des spectres errants. Le mélange, censé stabiliser les gravités, devenait instable. Adam recula instinctivement, tirant Eden avec lui. Le bâtiment entier commença à trembler. Les plaques du plafond se détachaient, s'écrasant au sol dans un fracas assourdissant. Les étagères autour de la salle s'effondrèrent, projetant des débris dans toutes les directions. Les alarmes s'éteignirent soudainement, remplacées par un silence lourd, brisé uniquement par le grincement des structures qui cédaient sous la pression. « Sous la table !» cria Adam en guidant Eden vers un refuge de fortune. Ils se jetèrent sous une lourde table métallique, leur cœur battant à tout rompre. Autour d'eux, les agents de sécurité hurlaient, agrippant désespérément tout ce qu'ils pouvaient pour éviter d'être projetés par les secousses. La lumière du gravitronium pulsait, passant d'un bleu éclatant à un blanc aveuglant, tandis que ces vibrations devenaient de plus en plus intenses. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Eden, terrifié. Adam scrutait la machine avec horreur. Une partie de la cloison du mur principal s'effondra brusquement, révélant un vide abyssal au-delà des décombres. Le vent s'engouffra dans la pièce, ajoutant à l'atmosphère une vision apocalyptique. Eden agrippa le bras d'Adam, son visage marqué par une peur panique. « Adam, c'est le vide !» Adam sentit son propre souffle se raccourcir, mais il serra sa main pour la rassurer. « Je ne comprends pas ce qui se passe », murmura-t-il, le regard rivé sur le gravitronium. « Quelque chose ne va pas. » La lumière à l'intérieur du cylindre atteignit une intensité insoutenable. Puis, sans prévenir, les contours de la pièce commencèrent à changer. Les murs, le sol, le plafond, tout ce qui les entourait se mit à se déformer, se transformant en une matrice étrange. Les textures solides se dissipaient, laissant place à des fils lumineux, comme les premières ébauches d'une modélisation 3D. « Qu'est-ce que ?» balbutia Eden, les yeux écarquillés. Les agents de sécurité, pris de panique,
s'évanouirent un à un dans des halos lumineux. Leurs cris se muèrent en échos lointains avant de disparaître complètement. Adam et Éden, blottis sous la table, restaient seuls au milieu de ce chaos irréel. Adam sentit son cœur se serrer en voyant leur monde se transformer en une toile numérique. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Il tendit la main vers Éden, cherchant à la rassurer, mais elle était figée. « Adam, j'ai peur », dit-elle d'une voix tremblante. Il lui serra la main plus fort, plongeant son regard dans le sien. « Moi aussi, mais je suis là. On va comprendre ce qui se passe. » Mais à cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. Le corps d'Éden commença à scintiller, ses contours se brouillant comme une image défaillante. Adam sentit sa main devenir légère, presque éthérée. Éden le regarda, paniqué. « Adam, qu'est-ce qui m'arrive ?» Il tenta de la retenir. Mais son corps se dissipa progressivement, ses doigts se dérobant entre les siens. « Non, Éden, reste avec moi. » Elle disparut dans un halo lumineux, son visage figé, dans un mélange de peur et d'incompréhension. Adam resta seul, sa main tendue vers le vide où elle se trouvait quelques secondes auparavant. Puis, il sentit à son tour une étrange chaleur envahir son corps. Son propre contour se flouta, ses mains s'évaporant lentement. Le décor autour de lui continuait de se désintégrer, les structures filaires s'effaçant dans un éclat aveuglant. Le sol se déroba sous ses pieds, et il sentit son corps se dissoudre dans la lumière. Le gravitronium explosa en un halo scintillant qui engloutit tout. La pièce disparut, le bâtiment disparut. Tout ce qui constituait leur monde s'effaça dans une lumière blanche éclatante. Puis, il n'y eut plus rien. Un noir profond, insondable, et le silence. Chapitre 11. L'indice. Lorsque la lumière revint, elle éblouit Adam. Ses paupières papillonnèrent avant de s'ouvrir sur un plafond blanc, uniformément lumineux, presque aseptisé. Des chuchotements flous résonnaient autour de lui, indistincts, comme un murmure collectif. Il prit lentement conscience de son environnement. Il était assis dans un fauteuil. Non, il y était attaché. Sa tête était lourde, et son esprit embrouillé peinait à rassembler les morceaux de ce qu'il venait de vivre. Une ombre se pencha vers lui. Une personne en blouse blanche, portant des lunettes translucides qui renvoyaient une lumière froide, lui adressa un sourire professionnel. « Monsieur, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Adam, encore engourdi, hocha lentement la tête. Les mots parvinrent à son cerveau comme à travers un filtre épais. La personne posa une main rassurante sur son épaule. « Prenez votre temps pour vous réorienter. C'est tout à fait normal de ressentir un état comateux après une séquence de projection mentale aussi intense. » Adam grogna légèrement en guise de réponse, se redressant avec précaution. Ses muscles protestaient comme s'il avait couru un marathon. Ses yeux, encore troubles, commencèrent à distinguer la pièce. Elle était immense, baignée d'une lumière blanche qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Partout autour de lui, des rangées de fauteuils identiques aux siens s'étendaient à perte de vue. Des centaines de personnes y étaient assises. Certaines étaient immobiles, plongées dans ce qui ressemblait à un sommeil profond. D'autres bougeaient légèrement, leurs visages contractés, comme s'ils rêvaient encore. Plus loin, quelques-uns semblaient se réveiller, les regards hagards, dans des états similaires aux siens. « Vous allez avoir soif »,
C'est normal. Le simulateur synchronise vos émotions mentales à votre corps. Un effort intense dans votre rêve représente un véritable effort physique. Je vais vous apporter de l'eau. Elle sortit brièvement, puis revint avec une petite bouteille qu'Adam attrapa avec reconnaissance. Il but à grandes gorgées, essayant de calmer le tumulte dans son esprit. La personne reprit la parole avec un ton plus léger. « Félicitations, vous avez réussi votre dernière épreuve. Donnez tout par amour. Peu de participants atteignent ce niveau. C'est l'un des scénarios les plus exigeants et la majorité échoue. Vous faites partie des rares à l'avoir surmonté. » Adam fronça les sourcils, ses pensées s'entrechoquèrent. « L'épreuve, balbutia-t-il, tout ça, c'était un test ?» « Exactement, » confirma la personne avec un sourire. « Vous avez traversé une séquence de projection mentale pour évaluer vos capacités émotionnelles et psychologiques. Et maintenant, tout s'ouvre à vous. Vous allez pouvoir choisir votre plan de carrière. Alors, avez-vous déjà une idée de ce que vous souhaitez faire ? » Adam, encore sonné, se leva lentement du fauteuil. Ses jambes étaient faibles, mais il réussit à se stabiliser. Il regarda autour de lui, son regard errant sur les centaines de participants, toujours plongés dans leur simulation. « Je ne sais pas encore, » avoua-t-il. « À vrai dire, je ne pensais pas réussir mes épreuves. » Un silence s'installa. Puis Adam releva les yeux vers la personne en blouse blanche. « Excusez-moi, demanda-t-il. Louise, est-ce qu'elle existe vraiment ?» La personne le dévisagea un instant avant de consulter une tablette qu'elle tenait sous le bras. Après quelques manipulations sur l'écran, elle acquiesça. « Oui, je vous confirme que Louise est une participante. Elle a également réussi l'épreuve. » Un éclair d'espoir traversa Adam. « Comment puis-je la retrouver ?» La personne hésita, comme si elle cherchait les bons mots pour ne pas briser cet espoir fragile. « Malheureusement, je ne peux pas vous donner son identité. De plus, l'image que vous avez d'elle dans votre simulation n'est qu'une projection mentale. Vous l'avez imaginée comme votre esprit voulait la percevoir. Elle a fait de même avec vous. » Adam sentit une vague de frustration monter en lui. « Mais nous avons partagé quelque chose d'unique. Elle, je comprends, » interrompit doucement la personne. « J'ai un autre participant qui termine son histoire. Reprenez vos affaires et rendez-vous à l'étage pour rencontrer mes collègues. Ils vous guideront pour la suite. » Elle se détourna, prête à partir. Adam, désespéré, scrutait la salle comme s'il espérait voir Louise surgir parmi les silhouettes endormies. Avant de quitter la pièce, la personne se retourna une dernière fois. « Il me semble qu'elle vous a laissé un indice, » dit-elle, avec un sourire énigmatique. « Réfléchissez bien. Et encore félicitations. Bonne journée. » Adam resta seul au milieu des fauteuils, perdu et accablé. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait ressenti semblait n'être qu'une illusion. Mais l'idée que Louise ait laissé un indice ranima une lueur d'espoir en lui. Son regard, plein de détermination, balaya la pièce une dernière fois. Puis, lentement, il se dirigea vers la sortie, le cœur lourd, mais porté par une question qui ne cessait de résonner dans son esprit. Quel était cet indice ? Chapitre 12. Éden.
Adam arpentait la salle avec une détermination fébrile. Le souvenir de ce numéro 484 tournait dans son esprit comme un mantra. En observant les participants, encore assis ou en phase de réveil, il remarqua les numéros inscrits sur leurs uniformes, brodés sur leur poitrine. Chaque chiffre semblait être une fausse piste, jusqu'à ce qu'il se rappelât les mots d'Éden. « Évidemment », murmura-t-il. Il scrutait frénétiquement les numéros, se faufilant entre les fauteuils et les participants réveillés. Une seule porte menait à l'étage supérieur, là où les évaluations finales avaient lieu. Si Louise venait d'achever son épreuve, elle devait forcément s'y diriger. Adam accéléra le pas, mais, dans sa hâte, il trébucha sur une gaine électrique reliée à un fauteuil. Sa bouteille d'eau lui échappa des mains, roulant sur le sol, avant de s'immobiliser au pied d'une participante. « Excusez-moi », dit Adam en se penchant pour ramasser la bouteille. La jeune femme, debout devant lui, l'observa avec un sourire curieux. « Tu me sembles bien pressé », lui fit-elle remarquer d'un ton amusé. Adam leva les yeux. La jeune femme était ravissante, ses traits doux illuminés par un sourire radieux. Pris de court, il se releva maladroitement. « Oui, désolé », répondit-il. Elle continua de l'observer avec un intérêt marqué. « Tu viens de finir ton épreuve ?» demanda-t-elle. « Oui, c'était ma dernière », répondit-il d'une voix distraite, son regard vagabondant à la recherche du numéro 484. « Moi aussi », répondit-elle avec enthousiasme. Intrigué par cette réponse, Adam jeta un coup d'œil à son uniforme. Mais le numéro brodé sur sa poitrine était 305. Une vague de déception l'envahit. Son regard se perdit dans le vide, comme s'il n'était plus tout à fait présent. « Tu cherches quelqu'un ?» demanda-t-elle, intriguée par son air absent. Adam revint à la réalité. « Oui, quelqu'un avec qui j'ai partagé mon épreuve. J'aurais aimé la rencontrer. » La jeune femme sembla surprise. « Ah bon ? C'est possible de rencontrer les participants de nos épreuves ?» Adam la regarda à nouveau. « Non, pas vraiment. Mais cette personne m'a donné un indice. » Elle fronça les sourcils, curieuse. « Un indice ? Quel genre d'indice ? Je crois qu'elle m'a donné son identification, son numéro, » répondit-il avec hésitation. La jeune femme sourit, amusée. « Génial. Et c'est quoi ce numéro ?»« 484, » murmura Adam, presque pour lui-même. La jeune femme l'observa avec attention. « Et pourquoi veux-tu absolument la retrouver ?» Adam inspira profondément. « J'ai vécu une histoire passionnante. Et ça va peut-être te sembler absurde, mais je suis tombé amoureux. » Elle haussa les sourcils, intriguée. « Amoureux ? Mais tu sais que les personnes que tu vois dans ta projection ne sont qu'une création de ton esprit ? Qui te dit qu'elle te plaira en vrai ?» Adam secoua la tête avec conviction. Ce n'était pas qu'une question de physique, c'est un tout, sa manière d'être, ce qu'elle représentait. Tout m'a plu en elle. Un silence s'installa. La jeune femme sembla réfléchir, puis elle répondit doucement. « Je comprends. J'ai vécu un peu la même chose. » Adam leva les yeux, surpris. « Ah oui ? Et tu as une idée de qui était ton participant ?» Elle sourit, se mordant légèrement les lèvres. « Oui, je pense. »« Alors qu'est-ce que tu attends ? Vas-y, retrouve-le avant qu'il parte !» s'exclama Adam. Elle éclata de rire doucement. « À vrai dire, je n'ai pas eu à chercher. Il est venu à moi. » Adam fronça les sourcils, intrigué.
La jeune femme fit un geste lent et tourna une feuille qu'elle tenait en main. Dans le coin supérieur de la feuille était inscrit un numéro en grands caractères, 484. Le visage d'Adam s'illumina. « Mais comment ça ? Pourquoi tu portes le numéro 305 ?» demanda-t-il, incrédule. Elle expliqua avec un sourire. Quelques minutes avant le début de l'épreuve, un capteur de mon uniforme ne fonctionnait pas. Ils ont dû me faire changer d'uniforme rapidement. Mais juste avant ma projection mentale, la personne en charge de mon fauteuil n'arrêtait pas de me rappeler que mon numéro pour la journée était bien le 484. Je suppose que ça s'est imprimé dans mon esprit. Quand je t'ai donné ce chiffre dans notre histoire, je ne savais même pas qu'on vivait une épreuve. Je croyais que tout était réel. Adam l'écoutait, fasciné. Il sourit, ses émotions débordant. « Le destin, souffla-t-il. Cette bouteille d'eau a roulé vers la bonne personne. » Elle tendit la main avec un sourire complice. « Je m'appelle Eden. Et toi, je suppose que tu es Adam. » Il lui serra la main, son regard plongé dans le sien. « Oui, Adam. » Ils échangèrent un sourire lumineux avant de se diriger ensemble vers l'étage supérieur. Et tandis qu'ils marchaient, une chose était sûre. Cette épreuve ne leur avait pas seulement offert l'accès à toutes les carrières possibles. Elle leur avait aussi donné une chance inattendue de vivre une véritable histoire d'amour.